Je pense sincèrement que cette date du 2 novembre 2021 restera gravée, comme dirait Freddy Gladieux, dans ma petite cabessa. Pourquoi? Parce que un jour, j'ai reçu un petit mail de la part de Disney qui me proposait d'aller voir Eternals en avant-première, qui m'invitait en fait à cet événement. Et j'ai dit oui, bien évidemment, puisque j'y suis allé hier pour ce film Eternals. Très content déjà avant de commencer réellement cette critique. Merci beaucoup Disney parce que pour le coup, ça je ne l'oublierai jamais. Ça restera vraiment là et là dans le petit cœur. Sache que tu peux regarder cette première partie de la vidéo si tu ne veux pas être spoilé. En tout cas, je vais essayer de te donner mon avis global en te parlant un petit peu du cinéma de Chloé Zhao très très rapidement parce que j'en ai déjà fait une vidéo plutôt conséquente. Mais sache que ce film-là, il est, je ne dirais pas incroyable, parce que ce n'est que subjectif, mais je dirais que c'est sûr à 100% qu'il est au moins dans mon top 10 des films du Marvel Cinematic Universe, parce qu'il t'offre un spectacle qui, selon moi, n'a jamais été vu du côté de Marvel Studios. Alors, justement, tu vas me dire oui, mais c'est vrai que Rotten Tomatoes, en fait, qui recense un peu toutes les critiques, etc., avait un pourcentage sur Eternals de 59%. C'était le film le moins bien noté de l'histoire de Marvel. Mais attention, faites attention à ça, ce n'est que subjectif. Oui, il y a peut-être des gens qui n'ont pas aimé, mais c'est eux qui jugent le film à leur échelle. Toi, tu n'as pas vu le film encore, ou alors tu es en train de le regarder, ou alors tu l'as déjà vu et tu sais ce que tu en penses, et peut-être que tu l'as apprécié. Et du coup, ne vous fiez pas à Rotten Tomatoes, ne vous fiez pas aux critiques qui peuvent arriver dans les journaux, ou sur les médias, ou même sur YouTube. Pareil, si moi je vous dis que ce film est très bien, ne vous focalisez pas en vous disant, bah du coup, s'il a dit que c'était très bien, ça sera très bien. Pas du tout. C'est en fonction de vos choix. C'est comme pour Venom 2. Je vous ai dit, personnellement, je n'ai pas apprécié le film, et pourtant, je vous ai poussé, entre guillemets, en tout cas, je vous ai invité fortement à aller voir le film pour vous faire votre propre avis. Et pour le coup, pour Eternals, faites la même chose. Ne vous focalisez pas sur ce que disent les critiques outre-Atlantique et également en France. Faites-vous votre propre avis, allez voir le film au moins une fois pour vous dire j'ai aimé ou je n'ai pas aimé. Personnellement, je savais que j'allais aller voir le film puisque déjà j'étais invité, donc merci encore Disney. Et en plus, c'est un Marvel, donc je ne rate aucun Marvel. J'étais obligé de le voir pour de toute façon continuer mon petit travail sur YouTube et en vous proposant cette critique, sachant que tout à l'heure, il y a l'analyse de la première scène post-générique et une autre vidéo sur la deuxième scène post-générique. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire, sachant que encore une fois, pour ne pas trop spoiler la chose, là c'est donc la partie sans spoil, mais tout au long de la semaine, normalement, tu auras des titres ou en tout cas des vidéos en rapport avec Eternals qui ne spoileront pas. On spoilera à partir peut-être de ce week-end ou en tout cas de la semaine prochaine pour que le plus grand nombre d'entre vous puisse voir les vidéos sans pour autant se dire bah non, je la regarderai après ou enfin de toute façon vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, moi ce que j'ai pensé du film c'est qu'il est très bien. Ça change totalement. Sachant que la réalisatrice du film, donc Chloé Zhao, que j'ai eu la chance de pas rencontrer parce que je l'ai vu de loin, mais je l'ai vu en vrai, donc ça m'a satisfait. Sachez que cette année 2021 a été incroyable en termes de rencontres, ou en tout cas en termes de visu, parce que en 2 mois, j'ai vu Zendaya et j'ai vu Chloé Zhao. Voilà, j'aurais pu voir Lauren Ridloff, sachant qu'elle joue Macari dans le film, mais bon, ce n'est pas le sujet. Quoi qu'il en soit, Chloé Zhao, donc, qui a gagné un Oscar pour le film, 2 Oscars, même plus que ça, enfin je ne sais plus combien d'Oscars exactement, mais elle a gagné au moins 2 Oscars pour le film Nomadland, que je vous invite à aller voir, et c'est assez intéressant parce que, en gros, Chloé Zhao, il faut dire qu'elle a réalisé 3 films dans sa carrière sans compter Eternals. Elle a réalisé les chansons que mes frères m'ont apprises, donc ça c'est le premier. T'as The Rider, et tu as donc Nomadland. Et pour le coup, elle a fait 3 films, elle a eu déjà 2 Oscars. C'est te dire le talent du personnage. Et là, elle a été prise pour faire un film sur Eternals, sachant que c'est une équipe de personnages totalement inconnus au bataillon, dont on n'a jamais entendu parler dans le MCU. En plus, ils sont 10. Il y a des acteurs plutôt connus, que ce soit Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Don Lee, qui avait notamment joué dans Dernier Train pour Busan, ou même, évidemment, Angelina Jolie, pour ne citer que, bien évidemment, il y en a d'autres. Hein. Il y a Kit Harington notamment, ou même Lauren Ridloff, bref, un casting quand même pas mal conséquent.
Et pour le coup, c'est vrai que c'est assez étrange de la voir sur une grosse production comme ça, sachant que ces films, c'est vraiment plus du contemplatif, on prend son temps pour exploiter les personnages, etc. Et maintenant, en fait, en ayant vu Eternals, je comprends pourquoi. Le film dure 2h37 avec les scènes post-génériques, ce qui en fait le deuxième film le plus long du MCU. Ne vous attendez pas à avoir des batailles, des guerres un peu partout, à n'importe quel moment. Non. C'est un film qui va explorer un univers un petit peu inconnu parce que, en gros, on va te parler des Célestes, on va te parler du coup de l'histoire des Éternels, de l'histoire des Déviants, etc. Et on va passer un petit moment sur chacun des personnages pour qu'on puisse rentrer un petit peu dans leur intériorité. Et ça, j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, c'est totalement ce que l'on peut retrouver dans le cinéma de Chloé Zhao. Par exemple, dans Nomadland, c'est tout simplement un personnage qui en a marre de la vie qu'elle menait et elle avait envie comment on peut dire ça, de créer une cassure en menant une vie donc de nomade. Et elle parcourt les États-Unis. C'est très très beau visuellement. Et en plus d'être beau visuellement, ça a aussi une belle. C'est une belle histoire. En gros, c'est bien raconté. Et bah après, les acteurs sont très très bien, etc. Et ce qui est cool dans le cinéma de Chloé Zhao, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très très réaliste. Pour le coup, un film comme Eternals où t'as des personnages qui ont plein de pouvoirs, bah en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que limite, en fait, on passe outre des pouvoirs. Alors oui, c'est un film Marvel, donc il faut qu'il y ait des pouvoirs, mais en fait, on passe outre parce qu'en fait, tous les personnages sont entre guillemets bien exploités. Ils ont tous leur libre arbitre, tous leur façon de penser qui est assez intéressante. Et pour le coup, faire 10 personnages comme ça qui sortent de nulle part et de réussir à les réintégrer dans l'univers Marvel, sachant que les Éternels, je suis à la moitié du comics de Jack Kirby originel. Et pour le coup, c'est très compliqué. Et enfin, du coup, tu sens qu'elle a bien réussi à adapter le petit programme. Et moi, j'ai beaucoup aimé dans le sens où tous les personnages ont leur petit moment, tous les personnages en fait, on prend son temps. On prend son temps et c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je pense qu'ils ont ils ont choisi cette réalisatrice donc qui est Chloé Zhao, parce qu'en général dans ces films, que ce soit dans Nomadland ou même dans The Rider, tu prends le temps d'exploiter les personnages. Alors bien évidemment, dans The Rider ou dans Nomadland ou même dans les chansons que mes frères m'ont apprises, tu as beaucoup moins de personnages, donc forcément ça peut paraître encore plus lent, mais le film est plus court. Là, pour le coup, le film, comme je te l'ai dit, dure 2h37. Tu exploites beaucoup de choses. Et en fait, certains vont reprocher ça au film dans le sens où c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue pour expliquer un petit peu la genèse de tout cela. Mais selon moi, c'est extrêmement important et extrêmement intéressant pour la suite, si jamais il y a une suite. Bon, avec Marvel Studios, on est à l'abri de rien, mais je suppose qu'il y aura des petites choses en rapport avec, bah, de toute façon, le MCU et les Éternels, parce que bah, tu sens que bah, de toute façon, c'est une nouvelle équipe avec de nouveaux persos, avec de nouveaux enjeux, en présentant des personnages qui existaient déjà dans le MCU, notamment par rapport aux Célestes que l'on a vu, notamment dans Les Gardiens 1, avec donc Arishem, possiblement le juge. Qui est donc le Céleste qui est présent dans le film, qui était déjà dans les Gardiens de la Galaxie, supposément, entre guillemets, en tout cas, il ressemblait. T'avais également de l'astéroïde Nowhere, qui est la tête d'un Céleste. Tu as aussi Ego, donc le père de Star-Lord, qui est tout simplement lui aussi un Céleste. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à ce film-là. Donc, à mon avis, dans le futur, ça va se faire et il y aura plein de choses très intéressantes. Après, visuellement, c'est vrai que c'est magnifique. C'est magnifique. T'as des plans qui sont vraiment très beaux et c'est typiquement, c'est ce que je dis souvent et je suis désolé de me répéter, mais une horizontalité qui est omniprésente. Parce que là, en fait, je vais te faire un petit comparatif entre guillemets très très rapide. Là, bon, t'as la mer qui sépare, enfin la mer, le fleuve, oui, c'est un fleuve ou une rivière qui sépare le plan à peu près en deux parties inégales, mais t'as cette idée que tu es la terre et le ciel. Tu vas me dire, oui, mais c'est classique. Oui, mais en fait, c'est ce que fait Chloé Zhao dans quasiment tous ses films. La terre, le ciel, la terre, le ciel. Et quasiment tous les plans sont construits comme ça. Enfin, tous les plans. En tout cas, dans les chansons que mes frères m'ont apprises, dans The Rider et dans Nomadland, c'est quasiment tout le temps le cas. Et pour le coup, dans un film blockbuster avec autant de budget, elle a réussi quand même à imposer sa patte et ça, je trouve ça super cool. Et c'est pour ça que moi, je vous invite à aller voir le film parce que il est vraiment beau visuellement. Après, c'est vrai que visuellement, sur les plans, oui, mais de temps en temps, c'est pas très très bien fait. Tu te dis, Marvel, ils ont fait mieux. Là, je te parlerai pas de la scène post-générique, mais en fait, dans la scène post-générique, il y a un personnage qui n'est pas très très bien fait pour le coup, je trouve. Après, ce n'est que subjectif. Et même certaines bagarres, certains combats, c'est pas foufou non plus. Donc,
honnêtement, c'est peut-être un petit défaut du film, le fait que de temps en temps, tu sens qu'il y ait de la CGI. Après, par contre, très intéressant aussi au niveau du film, au niveau des points positifs, c'est qu'il y a il y a des retournements de situation qui sont incroyables, que je n'aurais jamais pensé voir dans un film comme Éternel, et j'aime beaucoup le parti pris. Et pour le coup, on va en parler un petit peu plus tard dans la partie non-spoiler, même si bon, on a quasiment fini la partie non-spoiler, plutôt on en parlera dans la partie spoiler, je voulais dire. En tout cas, le film, je le trouve très très bon. Il y a des petits défauts. T'as, comme je te l'ai dit, tous les personnages qui sont à peu près tous bien exploités. Moi, je t'avoue que peut-être le personnage qui m'a un petit peu moins plu, c'est à la fois le personnage de Sprite, donc le personnage qui est le quatrième en partant de la gauche, donc qui ressemble à un enfant, et le personnage de Kingo, qui est un petit peu la touche humoristique dans le film. Et pour le coup, ça fonctionne bien, mais tu sens qu'ils auraient pu faire un petit peu plus sur le personnage. Et le GOAT, pour moi, ou l'un des GOAT, parce qu'il y en a plusieurs en soi, tu as à la fois Macari, qui est très très intéressante, même si elle n'est pas exploitée de fou, elle a quand même ses petits moments de gloire, notamment un qui est très 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 stylé, et je ne vous spoile pas, mais vous allez voir, si vous allez voir le film, et Cersei. Cersei qui est vraiment le personnage du film. J'attendais peut-être un poil plus d'Icaris, mais Richard Madden fait très bien le travail, hein, le mec il a un charisme de fou, voilà. Tena, Angelina Jolie, est-ce que j'ai besoin de préciser la chose? Je ne crois pas. Après, Fastos, c'est aussi intéressant, bon lui aussi passe un petit peu au travers, et par contre, Gilgamesh, mon gars, Don Lee, il est incroyable. Et lui, je pense que c'est vraiment un de mes personnages préférés. Donc si je devais faire un top 3, en tout cas de mes persos préférés, je pense qu'en premier, il y a Macari, en deuxième, il y a Cersei, et en troisième, il y a Gilgamesh. Et après, on arrive sur Tena. D'ailleurs, la relation entre Gilgamesh et Tena est très intéressante, et il y a des duos aussi très intéressants dans le film, et bah rien que pour ça, moi je vous invite à le voir, parce que ce qui est cool, c'est que t'as pas juste deux persos qui parlent entre eux, c'est que t'as vraiment des interactions entre quasiment tous les personnages, et ça, je trouve ça très très bien construit. Là, je pense que maintenant, à 12 minutes et 12 secondes quasiment, nous allons pouvoir passer à la partie spoil. Je pense que c'est le moment, non? On peut passer à la partie spoil, avec notamment cette relation qui existe entre Icaris et Cersei. Ce qui est assez intéressant, c'est que pour la première fois dans le Marvel Cinematic Universe, on a une scène comment on peut dire ça? Comment dire ça sans être de sexe, en fait, tout simplement. C'est la première scène de sexe du Marvel Cinematic Universe. Alors, enfin, on verra rien du tout, mais comment on peut dire ça? C'est suggéré, et on comprend parfaitement ce qui se passe. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est cool de voir ce genre de choses dans le MCU. Tu sens que au début, c'était pas forcément une chose que tu pouvais voir, dans le sens où bah tu te dis c'est peut-être plus destiné à un public enfantin, etc. En tout cas, un petit peu plus jeune plutôt. Et là, tu sens qu'ils prennent une autre dimension, déjà en prenant cette réalisatrice qui fait des films un petit peu plus d'auteur, entre guillemets. Et c'est très très cool, c'est très intéressant d'avoir une autre vision de ce que l'on peut voir habituellement dans le MCU, moi j'aime beaucoup. En tout cas, la relation entre Icaris et Cersei est très intéressante, parce qu'en fait, t'as Cersei qui, elle, aime la Terre, tout simplement, et Icaris de son côté, qui lui, aime Arishem. Pour le coup, bah, il aime aussi Cersei, et Cersei aime Icaris, mais Icaris, c'est même pas qu'il aime, c'est qu'il idolâtre Arishem. Peut-être un peu trop, et c'est là où il y a le retournement de situation, c'est qu'en fait, Icaris, c'est le méchant du film, et c'est très 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 imprévisible. Tu ne pouvais pas savoir que ça allait se passer comme ça, parce qu'en fait, Icaris dans les comics, c'est l'un des Éternels les plus emblématiques. En fait, c'est celui qui porte le programme quasiment. Et de savoir qu'en fait, il est tellement, comment on peut dire ça, tellement sous la tutelle entre guillemets du Céleste, donc Arishem, tu te dis mais pourquoi? Comment c'est possible? Sachant que je ne vous ai pas vraiment expliqué pourquoi est-ce que lui est extrêmement lié à Arishem. C'est parce qu'en fait, Arishem, c'est le Céleste, le premier des Célestes, et c'est lui qui, du coup, même si on en parlera un petit peu plus tard, qui a créé les Célestes et qui a créé les Déviants. Sachant qu'en fait, le but d'Arishem, c'est d'implanter dans certaines planètes des sortes d'œufs qui vont éclore au sein du noyau terrestre pour pouvoir donner de nouveaux célestes, et ça on en parlera un petit peu plus tard. Et en fait, c'est un petit peu ça le principe, c'est un petit peu ça l'émergence, ce qu'on entend à tort et à travers dans les trailers. L'émergence, c'est tout simplement l'émergence du céleste. C'est qu'en fait, le petit céleste qui est dans la Terre va sortir au bout de 7 jours. Et donc, ils doivent sauver l'humanité.
Sauf que du coup, comme je viens de te le dire, lui, il est extrêmement lié à Arishem, et Arishem a imposé que la Terre devait être détruite pour donner naissance au nouveau Céleste. Et lui va aller à l'encontre donc des agissements des éternels qui, eux, veulent sauver la Terre. Lui, il va vraiment être dans le sens où, bah, en fait, Arishem, il a dit qu'on ferait ça, donc on va le faire. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois, en fait, Arishem, il va remodeler, entre guillemets, ah bah, à chaque fois que je suis sur Arishem, j'ai plus ma tête, attendez, hop là. À chaque fois qu'en fait, ils vont sur une planète, Arishem efface leur mémoire pour qu'ils se... Comment on peut dire ça? Pour ne pas qu'ils s'attachent en fait à la planète. Sauf que cette fois-ci, c'est à la Terre, donc ils se sont attachés à la Terre. En tout cas, certains ont une vie de famille, notamment Fastos. Kingo, lui, de son côté, est devenu une star à Bollywood, etc. Enfin, et c'est-à-dire, si elle aime la planète Terre, donc tu sens que y a des petits sentiments qui se créent. Et justement, Icaris, lui, est partagé entre son amour pour Cersei, qui elle-même aime la Terre, et son dévouement pour Arishem, qui veut détruire la Terre parce qu'il y a un Céleste qui est là. Et en fait, lui, Arishem, en fait, la Terre, c'est qu'une planète en soi. Et t'as certaines personnes, certains personnages qui sont de l'avis d'Icaris, notamment Kingo, avec lequel il se bat de temps en temps. Kingo qui, lui, à la fin du film, ne va pas affronter les autres éternels en disant je peux pas, en fait, je rentre chez moi. Je suis d'accord avec Icaris dans le sens où c'était notre mission, donc il faut faire la mission, mais pour autant, je n'affronterai pas les éternels. Je vais suivre, en fait, le dénouement. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément apprécié le personnage de Kingo, c'est qu'en fait, à la fin du film, il n'est plus du tout là. Enfin, il est là à la fin du film, mais pas pour la bataille finale. Et ça, je trouvais ça un petit peu dommage. Mais pour le coup, cela n'empêche que, oui, Icaris c'est le méchant principal du film, mais tu as également les déviants qui sont les méchants du film. Alors qu'est-ce qu'un déviant dans les comics? En fait, si je ne dis pas de bêtises, c'est que les Célestes ont créé Enfin, en tout cas, ils faisaient des expériences sur Terre, et ils ont fait notamment l'expérience de créer des déviants, de créer les humains, et de créer les éternels, pardon. Et en fait, les déviants, c'est plus une sorte de dérivé de Céleste, mais qui n'a pas fonctionné, en tout cas, qui est une sorte d'expérience qui aurait mal tourné. D'où le fait qu'en fait, dans les comics, c'est parce qu'ils sont laids, entre guillemets, et ils sont un peu rejetés, et ils vivent en lémurie et tout. Et j'aurais bien voulu qu'on voit cette lémurie qui était du coup dans les comics un territoire qui dominait la Terre à une époque. Et j'aurais bien voulu qu'on voit ça, sachant que, en tout cas à l'heure actuelle, entre guillemets, dans le comics, la lémurie était un monde souterrain, en tout cas sous-marin plutôt. Donc ça aurait été intéressant de voir ça sous l'eau, mais bon, ça n'a pas été le cas. On comprend qu'en fait les déviants sont un petit peu partout sur Terre, et que si on en a jamais vu, c'est parce qu'en fait les célestes ne font que les éternels ne font que les attaquer parce qu'il faut protéger la Terre. Et justement, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est comment on peut dire, c'est une métaphore que m'avait donnée ma sœur, parce que je suis allé voir le film avec ma sœur et également avec Comics Guardian et Mathéo. Et en fait, c'est vrai que en fait, c'est comme si la Terre et les habitants de la Terre, donc les humains, étaient là pour couver l'œuf de Céleste. Et c'est assez intéressant de savoir en fait que t'as à la fois Arishem qui est méchant, Icaris qui est sous la tutelle d'Arishem qui est du coup lui aussi un antagoniste, et les déviants qui eux sont là pour se venger des Célestes et qui sont contre également ce personnage d'Icaris, même si vous allez voir que Crow au final, il est un peu décevant par rapport à ses principes, même si au début ça partait bien. Après, ça redescend un peu concernant le personnage. Et donc là, on a différents moments où il affronte du coup les déviants. Ça, c'est plus dans le passé parce que vous voyez qu'il a l'habit. Donc c'est le moment où ils sont en Mésopotamie, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que c'est genre 7000 ans avant Jésus-Christ, ou en tout cas quelque chose comme ça. Et après, ça, c'est plus... c'est au moment en fait où ils vont essayer de rameuter un peu tout le monde, Druig, etc. Et c'est le moment où Icaris, justement, essaye d'affronter un déviant qui ne cesse d'évoluer. Et en fait, ce qui est assez intéressant concernant les déviants, d'ailleurs, on va en parler tout de suite. Attendez, il faut que je clique sur le bon bouton. C'était où les déviants? C'était ça? Non, c'était... Bon, je sais plus. Bon, en tout cas, t'as ce personnage de Crow qui, lui, au début, est un déviant, entre guillemets, classique. Ce que vous venez de voir avec Icaris, en gros, lui, c'était ça. Sauf que lui est particulier, que ce soit dans les comics ou dans le film. En gros, c'est comme si c'était le chef des déviants. Dans les comics, ce n'est pas le chef des déviants, mais c'est une sorte de commandant. Et pour le coup, lui, sa particularité en tant que déviant, c'est qu'il a une longévité plutôt conséquente. Là, dans le film, il doit aussi avoir supposément une longévité conséquente, même si bon, on n'en parle que très peu. Mais en gros, lui, son pouvoir, ça va être de récupérer les pouvoirs des éternels, et il récupère notamment le pouvoir d'une éternelle, qui n'est autre qu'Ajak, mais on en parlera un petit peu plus tard, et il récupère également le pouvoir de Gilgamesh. Gilgamesh, qui est donc le personnage qui forme un duo, en tout cas avec Tena, qui est joué par Don Lee, qui est selon moi un des personnages
les plus intéressants. Vous voyez qu'en plus, son poing ressemble un petit peu de loin au gant de Thanos, au gant de l'infini. Bon, c'est pas le cas, mais c'est assez intéressant. En fait, ils ont tous le même pouvoir, les éternels, ils utilisent l'énergie cosmique pour créer en fait des différentes choses. Par exemple, tu as Sprite qui va créer des illusions, tu as Cersei qui va pouvoir modifier les molécules, tu as Donly, Gilgamesh, qui a ce pouvoir du coup de mettre toute la puissance dans son poing pour donner des coups de poing juste incroyables. T'as Tena qui, elle, va créer des armes, etc. Enfin bref, t'as plein de personnages pardon, excusez-moi, qui sont comme ça, qui sont assez intéressants et qui ont chacun leur pouvoir. Et pour le coup, en fait, Crow, lui, va évoluer dans ce sens en reprenant les pouvoirs de plusieurs célestes, et donc il va prendre le pouvoir de Gilgamesh qui va finalement décéder. Et c'est un petit peu dommage pour le coup parce que c'était vraiment le personnage qui était à la fois drôle, à la fois puissant, touchant, et j'aurais pas voulu... Enfin, je t'avoue, quand je l'ai vu qu'il était mort, bah je me suis dit, bah c'est crotte alors. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le personnage de Tena avec qui il forme le duo, elle a un trouble de la personnalité, entre guillemets, c'est que dans le sens où, de temps en temps, ses yeux vont devenir blancs et elle va attaquer les éternels. Alors, j'ai pas totalement compris, je pense qu'il me faudra un deuxième visionnage pour réellement savoir ce qu'il en est et de savoir si elle est guérie, etc. Mais en tout cas, ce personnage-là a une sorte de double personnalité, et d'ailleurs c'est au moment où du coup ces différents persos, donc Kingo, Sprite, Icaris et Cersei viennent les voir, et ce qui est assez intéressant c'est qu'en fait ils sont quasiment tout le temps habillés de la manière dont ils sont habillés en fait en éternel, parce que vous voyez que Kingo il a un haut violet, Sprite elle a un haut bleu étrange, Icaris est en bleu foncé et Cersei est en vert, et en fait c'est tout simplement les couleurs qu'ils ont également dans le film, puisque Kingo est en vert, Sprite est en bleu bizarre, Icaris en bleu et Cersei en verte. Donc vous voyez que même au niveau des couleurs, il y a quand même un petit lien, c'est assez intéressant, moi j'aime bien, je trouve que c'est bien recherché. Mais en tout cas, du coup, Tena a une sorte de double de la personnalité, ce qui fait que de temps en temps elle va attaquer les éternels, d'où le fait qu'elle attaque le personnage de Gilgamesh alors qu'il est là pour la protéger. Et ce qui est cool, c'est que les duos fonctionnent très bien, que ce soit lui ou elle, que ce soit Druig également avec Makari, qui forment un petit couple qui sont plutôt mignons, moi j'aime bien. Druig, je t'avoue que lui c'était vraiment aussi la découverte dans le film. Au début, avec ce genre de plan, ou même les autres plans que tu as dans le film et dans les trailers, et même la description qu'on t'en fait du perso, tu te dis, bah lui, il va être un antagoniste, alors que pas du tout. Pas du tout. Je me suis totalement trompé concernant ce personnage, qui est très très bon, qui a de très bonnes thématiques, et qui va se prendre la tête notamment avec Makari, ou en gros, pas Makari, pardon, avec Ajak, puisqu'en fait, Ajak, qui est donc la chef des Célestes, enfin la chef des Éternels, qui, elle, a le pouvoir de guérir les autres, et du coup de parler aux Célestes. Elle dit que il faut laisser les humains s'entretuer, il faut pas intervenir dans leur propre guerre. Sauf que, bah, de voir de se dire qu'en fait on peut faire quelque chose mais on ne fait rien alors qu'on voit les humains s'entretuer, c'est compliqué. Et ça explique le fait que c'est pour ça que les éternels n'ont jamais agi au cours de l'histoire, parce qu'en fait c'était leur but, c'était d'agir uniquement quand il y avait les déviants, pour laisser l'humanité se développer avec ce que l'on aura donné du coup quand on était en Mésopotamie à l'époque. En tout cas, tu as ce personnage de Druig qui est très intéressant, du coup qui a une relation avec Makari, qui est incroyable, elle est touchante, elle est très mignonne. En plus de ça, bon, le seul défaut du perso, c'est qu'elle est présente qu'à la fin. C'est un petit peu dommage. Par contre, j'aime beaucoup son pouvoir, etc. Sachant que dans les comics, Makari n'est pas sourde, parce que bah, du coup, l'actrice Lauren Ridloff est sourde dans la vraie vie, et bah, évidemment, elle est sourde également dans le film. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, son pouvoir, c'est de ressentir les vibrations. Donc en fait, elle comprend les gens quand ils parlent, par rapport au fait qu'elle ressent les vibrations, donc elle arrive à comprendre les vibrations des lèvres, entre guillemets, quand ils parlent déjà, et quand il y a quoi que ce soit, genre s'il y a quelqu'un qui va bouger, elle va le voir, etc. Enfin, parce qu'en fait, elle est sourde, mais elle ressent les choses via les vibrations, et en plus, du coup, son pouvoir, c'est de courir extrêmement vite, et dans les comics, ce personnage est un personnage masculin, un petit peu comme le personnage de Sprite, si je ne dis pas de bêtises, qui dans les comics, c'est également un garçon. Bref, en tout cas, il y a une petite relation qui est très intéressante entre Makari et Druig, et j'ai hâte de voir la suite concernant ces deux persos, et on en parlera dans l'analyse de la première scène post-générique. Ensuite, de quoi je pouvais vous parler? On peut également parler de Dan Whitman, qui lui également est très 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 intéressant. Alors, il y a un petit moment qui m'a un petit peu dérangé, c'est que Dan Whitman, on ne sait pas vraiment qui c'est. On sait qu'il y a un lien avec sa famille et tout, mais Cersei, tu sais qu'elle a vécu pas mal de choses, donc tu sais qu'elle connaît un petit peu peut-être le passé du personnage, et tu te dis,
Bah, dis-nous en plus, sauf que je ne pense pas et je pense qu'on va en apprendre un petit peu plus dans un autre programme et dans une autre vidéo qui arrivera tout à l'heure. Mais en tout cas, à un moment donné, tu sais, elle l'appelle et elle lui dit, «Bah, mec, je peux pas trop rester avec toi en contact parce que je suis en pleine mission entre guillemets avec les Éternels, donc moi je te conseille d'aller voir ton oncle». D'accord, mais pourquoi? Et ça, on en parlera un petit peu plus tard. Mais du coup, il y a l'affrontement à Londres, et après, du coup, tu découvres aussi les pouvoirs de Cersei qui sont très très beaux. Enfin, visuellement, ça aussi, c'est extrêmement beau. En gros, elle arrive à modifier la matière, les molécules pour que, bah, par exemple, là, c'était un bus qui allait s'écraser, et pour le coup, elle les a enfin, elle a transformé le bus, elle a changé la matière du bus en faisant en sorte que ce soit des pétales de rose, si je ne dis pas de bêtises. Et ce que j'aime beaucoup avec le personnage, c'est qu'elle est extrêmement douce, c'est qu'elle est très candide en fait. Tu sens que c'est vraiment comme dirait Anna Montana, the best of both worlds. C'est vraiment le meilleur des éternels et le meilleur de l'humanité. Et ça, j'aime beaucoup, sachant qu'en plus elle prend une ampleur capitale à un moment donné. Et d'ailleurs, on va en parler de suite, parce qu'en fait, il faut savoir, donc, comme je te l'ai dit, Ajak va perdre son pouvoir au profit, donc, comme je te l'ai dit, de Crow, qui va également récupérer le pouvoir de Gilgamesh. Cependant, il a récupéré son pouvoir parce qu'il l'a tué. Mais c'est un petit peu plus complexe et on en parlera un petit peu après. Donc Crow, faut savoir que pour l'instant, Crow, dis-toi dans la tête que Crow a tué Ajak et que du coup, en fait, Ajak avait deux pouvoirs. En soi, elle avait le pouvoir de communiquer avec les Célestes. Et en fait, ça, c'est un pouvoir qui était représenté par une sorte de petite boule dorée qui était présente en elle et uniquement en elle. Et en fait, tous les autres personnages ont des pouvoirs et Crow a volé le pouvoir mais n'a pas volé la petite boule. La petite boule qui s'est mise, entre guillemets, en Cersei. Et en fait, Cersei a développé le pouvoir d'Ajak de communiquer avec les Célestes qu'avait donc Ajak. Donc elle a le pouvoir de modifier la matière, mais également de pouvoir communiquer dorénavant avec les Célestes. Et elle est, entre guillemets, maintenant la chef du groupe, même si, bon, t'avais quand même Icaris, mais tu sens qu'elle, elle a une place vraiment particulière. Ce qui fait qu'en fait, à un moment donné, t'as un petit peu plus d'informations concernant ce petit pouvoir donc qu'avait Ajak de communiquer avec les Célestes. D'ailleurs, la première fois où elle communique avec les Célestes, c'est assez impressionnant parce que tu te dis, dans les premières images qui sont sorties des Célestes, tu te dis, bah, en soi, les Célestes, c'est des géants de 10 mètres. Non, 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 non. Parce que quand elle se retrouve face au visage pardon, de Arishem le juge, elle est vraiment comme ça sur l'image, et la tête d'Arishem est tellement grande qu'elle elle ne reste pas dans le cadre. Et en fait, tu comprends que Arishem est, entre guillemets, 10 fois plus grand que la Terre. C'est te dire la puissance du petit bonhomme. Donc ça déjà c'est extrêmement impressionnant et je trouve que c'est bien mis à l'écran parce que c'est vrai qu'avant de voir le film je me suis dit mais comment est-ce qu'on va pouvoir montrer des Célestes à l'écran sachant que bah, les Célestes ils font plusieurs centaines de... Là pour le coup lui il fait plusieurs milliers de kilomètres. Donc c'est quand même conséquent. Bref, en tout cas, t'as ce personnage donc qui arrivait à communiquer avec les Célestes via la petite boule. Cependant, d'ailleurs, c'est notamment la petite boule qui est juste ici. Donc là, vous avez Arishem au milieu et les 10 Célestes qui sont autour. Et donc la petite boule dorée qui est là, donc qui est le pouvoir de donner donc, la possibilité de communiquer avec lui de loin. Et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, après, ils vont aller sur Terre, etc. Et c'est ensuite, du coup, le début. Cependant, comme je te l'ai dit, maintenant, c'est Cersei qui a ce pouvoir. Et sachant qu'elle ne connaît pas vraiment l'étendue des pouvoirs qu'avait Ajak concernant le fait de communiquer avec les Célestes, elle va se retrouver dans ce qu'ils appellent le Forge Monde. Et c'est là où on va tout apprendre, où on va comprendre qu'en fait, les Célestes ont mis un œuf dans la Terre et que le but des Éternels, c'est de protéger l'œuf. L'humanité, on n'en a rien à foutre. Tout ce qu'il faut, c'est de couver l'œuf, et au moment où il éclorera, au moment où du coup le Céleste sortira de la Terre, bah il faudra s'en occuper, et du coup en fait les Éternels reviendront dans le vaisseau avec, enfin en tout cas reviendront aux côtés d'Arishem, pour qu'ils puissent effacer leur mémoire et faire la même chose sur une autre planète. Sauf que, tu le sais, ça ne se passe pas comme ça. Et même elle, du coup, Cersei en apprend énormément donc sur ce petit monde qui est donc le Forge Monde. Donc ça, c'est une sorte d'autre monde dans lequel on comprend que c'est là où ils vont créer les Éternels. Et c'est là où on comprend qu'en fait, les 10 Éternels qu'on a dans le film là, bah, c'est pas tout en fait. Il y en a d'autres dans le monde. On comprend qu'il y en a d'autres parce que tu vois que en fait, ils en ont créé des milliers et des millions des Éternels. Donc ça, c'est très intéressant à voir ce que ça pourrait donner pour une potentielle suite.
Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, sachant que du coup, elle découvre également les parts de vie qui existent au sein de tout cela. Enfin, ce moment-là non plus n'est pas extrêmement bien fait, où elle se voit en double et tout, c'est un peu étrange. Bref, je vous laisserai découvrir ça, sachant que du coup, elle comprend comment les univers ont été créés, comment est-ce qu'on a implanté donc dans la Terre une sorte de petit œuf, pour le coup, qui va éclore, etc. C'est vraiment une sorte de météorite qui est allé au plus profond de la Terre dans le noyau et qui va se développer par la suite. Donc c'est comme ça que les Célestes viennent au monde, par rapport au fait qu'Arishem, en fait, sème des petites graines un petit peu partout dans l'univers, un petit peu, bizarrement, comme Ego faisait. Parce qu'Ego, rappelons-nous, c'est un Céleste, et lui-même semait des petites graines un petit peu partout dans le monde et dans l'univers pour pouvoir dominer un petit peu tout cela. Sauf que, évidemment, les gardiens l'ont arrêté, mais en soi, Ego, c'est un Céleste, il avait le même but. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que vraiment, tout est connecté. Donc je vous ai parlé de Cersei et de son passé. De quoi on pourrait parler maintenant? Donc des Célestes, on va en parler après, parce que la fin du film, elle est incroyable, selon moi. Comme je te l'ai dit, Ajak s'est fait tuer donc par le personnage, attendez, il faut que je retrouve la photo, de Crow, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc qui se développe de plus en plus. Au début, c'est une créature qui est plus imposante que les autres, puis après, il prend la parole puisqu'il arrive à parler par rapport au fait qu'il ait récupéré le pouvoir d'Ajak de pouvoir se guérir. D'ailleurs, c'est pour ça que les déviants ont évolué, parce qu'en fait, au début, tu dis un déviant, ça peut se tuer facilement, sauf qu'ils arrivent maintenant à se guérir parce qu'ils ont récupéré le pouvoir d'Ajak. Après, il a récupéré le pouvoir de Gilgamesh, ce qui lui a donné une allure un petit peu plus humaine, et le pouvoir également du point de Gilgamesh. Cependant, il a tué Ajak, mais qui l'a vraiment tué? C'est lui. Et comme je te l'ai dit, c'est le méchant de l'histoire. Ça, en plus, c'est une image du trailer, et c'est l'image où, en fait, en gros, dans le film, on découvre le personnage d'Ajak allongé sur le dos, qui est morte, en fait. Et on comprend pas pourquoi elle est morte, et lui dit directement, ça doit être un coup des déviants. Oui, c'était un coup des déviants, parce qu'en fait, lui, il était vraiment pro Arishem. Sauf que Ajak, pour le coup, elle était de plus en plus dans l'idée de se dire, écoutez, en fait, l'humanité, il faut la conserver, parce qu'ils sont tellement bien évolués, ils sont tellement bons, que il faut laisser cette planète tranquille. Sauf que ce n'est pas du goût de ce petit personnage qui va accentuer, entre guillemets, cette idée, comment on peut dire ça, qui va accélérer le processus d'Arishem, etc. Puisque, en gros, tu sais, dans le trailer, elle dit, il nous reste 7 jours. Et en fait, elle lui dit à lui, et c'est pourquoi il va finir par la tuer, parce qu'il va lui dire, écoute, il nous restait 7 jours, avant que l'œuf éclot, et que du coup, on puisse, comment on peut dire ça, savoir ce qu'il en est par rapport à toute cette petite histoire des Célestes, des Éternels, etc. Sauf que Ajak dit, je pense pas qu'on va le faire. Je pense que je vais essayer de l'arrêter. Et c'est pour ça que ce personnage d'Icaris va l'emmener en Alaska pour la donner, enfin la faire bouffer à des déviants. Et c'est là où en fait il va récupérer après le corps inerte de ce personnage d'Ajak pour le mettre à côté de chez elle, pour faire croire que elle a été tuée par des déviants à côté de chez elle, alors que c'est lui qui l'a poussée dans une sorte de fosse dans laquelle il y avait des déviants, et c'est là où justement Crow a pu récupérer le pouvoir d'Ajak. Du coup, tu comprends que lui est vraiment voué à Arishem. Par ailleurs, ce que l'on voit également dans le trailer, donc cette sorte de petite île, c'est là où est censé sortir le Céleste, et il y parvient à un certain moment donné. Et par contre, ça là, quand je te dis que de temps en temps c'est pas très bien fait, là pour le coup c'est super beau. Parce qu'en fait, tu vois un plan de la Terre où tu vois en fait la puissance du personnage d'Arishem, enfin pas d'Arishem, mais du coup de Tiamut, qui est donc le Céleste qui dort au sein de la Terre, et tu vois en fait sa main qui sort, et tu vois que sa main en fait elle est juste immense. Et tu vois en fait juste ses doigts et la tête qui commence à sortir. Et ce qui est assez intéressant, et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, dans les comics, ce personnage est un antagoniste. Je crois que c'est le Céleste Rêveur, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, il va se faire arrêter donc par Cersei au final, qui va réussir via son pouvoir, son nouveau pouvoir, à canaliser donc le Céleste et du coup empêcher l'éclosion. Et d'ailleurs, elle va réussir via le pouvoir de tous les autres éternels, et même celui d'Icaris, parce qu'en gros, Icaris va se sentir coupable de faire ça à Cersei. En gros, les autres, il en a rien à foutre, mais vu qu'il aime Cersei, il se dit, je peux pas lui faire ça, donc il va aider à rendormir, donc et aller à l'encontre de ses convictions, et il va donc faire en sorte que le petit Tiamut puisse rester une sorte de, comment on peut dire ça,
bah, juste un personnage qui va rester qui va pas éclore, quoi. Et donc, par la suite, ce qui est très intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que du coup, Icaris va faire équipe avec eux, et par la suite, il part dans l'espace, mais tu sais pas où il va. Et en fait, c'est ce qu'on m'a expliqué après. Au début, moi, je pensais qu'il allait juste partir, voilà. Sauf que non. En fait, il se sent tellement coupable d'avoir à la fois trahi les Éternels, d'avoir tué certains Éternels, notamment Ajak, et en plus de ça, d'avoir trahi les Célestes, qu'il va tout simplement se suicider. Parce qu'il me semble, de ce que j'ai compris, de ce que m'a dit ma sœur et de ce que m'a dit Comics Guardian, en gros, Icaris va être lié au mythe, ou en tout cas à la légende d'Icare, qui a volé trop près du soleil, et du coup, en fait, il va voler sur le soleil pour se brûler et mourir. Et du coup, se dire, bah en fait, j'ai plus de but dans la vie. Donc il va se suicider, et pour le coup, on ne le reverra plus. C'est bien dommage, parce que le personnage d'Icaris, en fait, il était vraiment ultra cheaté, il était incroyablement fort, si bien que la plupart des Éternels se sont mis à plusieurs pour l'arrêter, et ça c'était assez intéressant. D'ailleurs, Crow également en fait va vouloir en fait arrêter ce processus, parce que lui en fait il est du côté des Éternels, mais pas pour les mêmes raisons. Et ça, c'est assez intéressant, même si, bon, comme je te l'ai dit, en fait, Crow, son problème, c'est que son histoire, en fait, elle est trop bâclée. Il est là au début, il est là à la fin, mais au milieu, il est très très peu utile, et il va se faire tuer par Tena d'une façon assez stylée. D'ailleurs, je crois que les gens ont applaudi dans la salle quand elle l'a tué. Elle l'a découpé en plusieurs morceaux, alors que tu pensais que justement, il allait récupérer son pouvoir, et en fait, non, pas du tout. Elle a réussi à le tuer, et ça, c'était assez intéressant, mais en fait, c'était plus un méchant anecdotique pour introduire un petit peu plus les déviants. Et par la suite, donc, Icaris s'envole et meurt. Les Éternels réussissent tous à se mettre ensemble. Par ailleurs, tu as le personnage de Sprite qui les avait un petit peu trahis, qui va revenir sur sa décision et qui va, sachant que, comment on peut dire ça, qui va perdre ses pouvoirs au profit de l'humanité. Dans le sens où, en fait, elle, c'est un céleste un petit peu particulier, c'est un éternel un petit peu particulier, dans le sens où elle ne grandit pas. Donc, en fait, elle n'a jamais pu vivre sa vie. Quand elle parle à quelqu'un, elle prend l'apparence de, tu sais, quand elle essaye de draguer, même si elle a l'âge en soi, puisqu'elle a plusieurs milliers d'années, ou peut-être même des millions d'années. Et pour le coup, elle a l'allure d'une enfant, donc en fait, après tout l'affrontement qu'il y a entre, du coup, Icaris, etc., Cersei, qui a encore du pouvoir en elle, va réussir à récupérer son pouvoir, va récupérer du coup le pouvoir de ce petit personnage-là qui est donc Sprite, et pour le coup, Sprite va grandir. Au début, moi, je pensais que ça allait être un petit peu étrange dans le sens où, bah, en soi, Sprite, l'actrice, est jeune. Donc forcément, si t'as un personnage qui a été jeune pendant des millions d'années et que l'actrice qui la joue, elle grandit, ça n'a plus vraiment de cohérence. Donc ce que je m'étais dit, c'était qu'elle allait mourir. Mais pour le coup, elle n'est pas morte. Et ça, c'est plutôt intéressant de voir comment ça a été tourné. Donc ça veut dire qu'en gros, ce personnage, peut-être qu'on ne le reverra pas. Mais en tout cas, elle n'a plus de pouvoir. Mais elle n'est pas morte. Ça, c'est assez intéressant. Sachant qu'en gros, ceux qui sont morts au niveau des éternels, pour faire un petit récapitulatif, Ajak a été tué donc par Crow à cause d'Icaris. Icaris s'est suicidé et Gilgamesh a été tué par Crow. Voilà, ce sont les trois qui ont été tués. Et après, le reste, en fait, c'est tous ceux qui sont là. Et à droite, enfin plutôt à gauche de Tena, mais à droite de l'écran qui n'est pas présent, il y a Phastos. Donc tous ces personnages-là ont réussi à survivre. Et d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai très peu parlé, mais Phastos, premier personnage, je crois, revendiqué, qui fait partie du coup de la communauté LGBTQ+. Et ça, c'est très intéressant. C'est même pas intéressant, c'est génial en fait. Ça permet à plein de personnages de pouvoir enfin s'identifier à un super-héros. Et moi, j'adore ça, parce que du coup, tout le monde pourra y trouver son compte, et je le dis depuis le début, laissons les gens faire ce qu'ils veulent, s'ils ont envie, laissons. Voilà, laissons vivre les gens. Et je pense que c'est pas impossible qu'il y ait eu du bashing aux États-Unis par rapport à ça. Et je ne comprends pas. Mais bon, je ne suis pas là pour comprendre les autres, je suis tout simplement là uniquement pour essayer, moi, de laisser les gens tranquilles et de les laisser vivre comme ils le veulent. Et ce qui est cool, c'est que dans le film, c'est très bien amené. Moi, j'adore. J'ai beaucoup aimé le personnage de Phastos. Bon, c'est pas le plus intéressant. Il passe de temps en temps un petit peu au travers, dans le sens où on a très peu d'informations sur lui. Mais il est très très intéressant. Et non, moi, je trouve que c'est une très très bonne idée. Et j'ai hâte d'en voir un petit peu plus aussi, parce qu'on a aussi le personnage de Loki, qui lui était gender fluide. Donc il aime l'humain, il aime la vie. Et ça, j'aime. On devrait tous aimer la vie. Voilà. Peu importe qui tu aimes, aime. Juste aime. C'est tout ce que je veux. Pas de discrimination, pas de tout ça, pas d'homophobie. Je ne veux que de l'amour ici, d'accord ? Merci. Bref, je suis parti peut-être un petit peu loin. Mais à la fin du film, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Dan revoit Cersei.
tous les petits personnages vivent leur vie, etc. C'est très très cool. Cependant, à un moment donné, il y a des nuages qui arrivent et t'as lui qui vient sur Terre. Donc tu vois sa tête, les éternels qui sont présents, sachant que, je te l'ai pas dit, mais tu as le personnage donc de Théna, le personnage de Makari et le personnage de Druig, qui eux partent dans l'espace pour aller trouver d'autres éternels. Mais ceux qui sont restés donc sur Terre et qui sont toujours des éternels, donc Cersei, Phastos possiblement, et du coup Kingo, si je ne dis pas de bêtises, eux sont récupérés par Arishem en disant « Je vais, par rapport à vos souvenirs, savoir si la Terre en vaut le coup ou si je recommence et si je pousse le Céleste à s'éveiller et à détruire la Terre. » Et il dit « Je reviendrai pour mon jugement », sachant que ce personnage dans les comics s'appelle Arishem, le juge. Donc, pour moi, c'est trop stylé. Et le film se finit sur la tête attendez, il faut que je retrouve sa photo. Il est là et il est là. Ça se termine sur la tête de Dan qui regarde le ciel avec, du coup, le Céleste qui se... Comment on peut dire ça ? Qui se téléporte avec les éternels qui étaient présents sur Terre. Donc, en soi, sur Terre, il n'y a plus d'éternels à part Sprite qui n'a plus de pouvoir. Et t'as ce personnage de Dan qui regarde et ça se coupe. Et ça, je trouve ça trop stylé parce que tu sais pas ce qu'il va se passer par la suite. Et tu te dis, est-ce qu'il va devenir ce qu'il peut devenir, notamment dans les comics, etc. Ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la journée. En tout cas, je vois que cette critique a été bien trop longue. J'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. J'espère avoir un petit peu évoqué un petit peu tout ce que j'ai apprécié. Et si je devais donner une note au film, je lui donnerais un bon 16 sur 20. Parce que j'ai passé un très bon moment. Peut-être de temps en temps des petits moments de longueur. Peut-être aussi des petits moments CGI qui sont pas ultra bien faits. Peut-être un Icaris que j'attendais un petit peu plus concernant son développement. Mais bon, ça reste encore une fois subjectif. Ce n'est pas parce que moi, je ne l'ai pas aimé que vous ne l'aimerez pas. Donc, je vous invite fortement à aller voir le film et de vous faire votre propre avis, sachant que ce week-end, 100% Marvel, mon gars. Et peut-être que juste avant le 100% Marvel, de mon côté, je ferai peut-être un petit live demain dans la journée en rapport avec Morbius, par rapport au trailer, mais également par rapport à une critique sans spoil, de pouvoir récupérer les avis des gens, etc., uniquement sans spoil, d'Eternals. Donc on fera ça peut-être dans l'après-midi, genre vers 17-18h, ce sera la première fois, je crois que je fais un live à cette heure-là sur YouTube. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette longue critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, et attendez, avant de partir, on est 40 000. On est 40 000 sur la chaîne YouTube. Peut-être que pour vous, c'est rien. Mais pour moi, c'est énorme. 40 000 personnes. 40 000. Donc, merci beaucoup à vous d'être autant présent, de me faire vivre des choses juste incroyables. Parce qu'en soi, si j'étais invité aussi par Disney, bah, c'est aussi grâce à vous. Donc, merci beaucoup à vous. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de la première scène post-générique et l'analyse de la deuxième scène post-générique. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé donc la vidéo. Et après toute cette trop longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Pour la prochaine.